Et après, ouais, si tu veux te présenter déjà, comme ça, ou je te yes. présente. Je peux me présenter, il n'y a pas de souci. Déjà, merci Emeline de m'avoir invité pour cette masterclass, pour ce festival. Donc, je m'appelle Jérôme Waro. Donc, tu disais tout à l'heure qu'il y a des personnes de l'île de la Réunion. Oui, j'aime la Réunion. Waro, c'est un nom très commun là-bas. Et j'ai plus précisément de la plus petite commune de l'île de la Réunion, la plaine des Palmistes. Donc, j'ai grandi là-bas et donc, j'ai pu, grâce à mes études, en fait, partir de Lille on va dire à 20 ans pour faire des études en école de commerce. Donc, j'ai découvert la métropole, la France métropolitaine comme ça, commençant par Poitiers pour mes études qui m'ont amené ensuite au Japon, à Osaka, où j'ai pu étudier aussi, et ensuite à Sherbrooke, au Québec. Je viens des gens du Québec, donc j'ai passé un bon petit moment aussi à Sherbrooke. Et après revenir en France métropolitaine. Mais maintenant, ça fait 8 ans que je vis à Londres. Voilà, donc au Royaume-Uni. C'est pour ça que je suis content de voir une dimension internationale pour cet événement ce soir. Et en effet, alors j'ai deux axes d'activité pour parler de l'aspect professionnel. J'ai tout le côté qu'on appelle les soft skills ou les compétences comportementales, comme la créativité, la concentration, l'efficacité professionnelle. Donc, c'est un sujet sur lequel je suis positionné il y a 10 ans maintenant, avec un premier livre qui était donc d'ailleurs le premier ouvrage en francophonie sur le sujet, qui s'appelle Le réflexe soft skills, qui est sorti aux éditions Duno en 2014 et qui ont amené du coup à faire des interventions en entreprise au début pour des managers, des dirigeants, mais de plus en plus pour d'autres personnes dans d'autres notre dimension de la société. Et j'ai commencé ma carrière en dehors des cours. Donc j'étais professeur vacataire en école de commerce et également assistant de recherche également pour faire de la recherche sur ce sujet, qui a amené un deuxième bouquin, toujours dans la même maison d'édition, qui a amené du coup à faire de la conférence. Donc en fait, mon métier principal, c'est la conférence. Et mais après, le Covid, forcément, a fait en sorte que j'ai dû développer d'autres soft skills comme l'adaptabilité, justement, le fait de m'adapter à tous ces changements, ce qui fait que je travaille de plus en plus en ligne également avec d'autres programmes en ligne. Et sinon, j'ai le deuxième axe d'activité qui sont plus sur les sports du cerveau, dont le mind mapping. Parce que j'ai découvert ça assez tard. Moi, j'étais vraiment dans mes bouquins. D'ailleurs, le petit dernier, c'est Les gentils aussi méritent de réussir aux éditions Alizio, coécrit avec Yannick Alain. Je ne sais pas s'il y a des personnes gentilles ici. Donc, si c'est le cas, ça peut peut-être vous intéresser. Et pourquoi je parle de ça? Parce que à l'intérieur, il y a pas mal de mind map. Et au début, moi, je pensais que le mind mapping, c'était uniquement un outil de synthèse ou un outil pour mieux apprendre. Mais en fait, j'ai découvert qu'il y avait tout un univers autour de ces pratiques-là qui a été créé par Tony Buzan, le créateur du mind mapping, qui sont les sports du cerveau. Et que finalement, ces outils, lorsqu'on les pratique avec régularité, on se rend compte qu'on va entraîner son cerveau à justement être plus efficace, à être plus synthétique, à mieux mémoriser, à mieux apprendre, et que finalement, au-delà d'être juste un outil, c'est vraiment une discipline, en fait, une discipline sportive, qui fait qu'on va développer ses capacités cognitives et donc apprendre plus efficacement. Donc du coup, j'ai fait la compétition. J'ai obtenu le titre de champion du monde de mind mapping en 2018. Ensuite, j'ai pris ma retraite de compétiteur pour passer du côté d'entraîneur. Donc maintenant, j'entraîne les personnes pour la préparation au championnat du monde qu'on co-organise également avec mon associé Nicolas Lisiac. Donc ça, c'est pour le côté pro. Et sinon, pour le côté perso, j'adore écrire, j'adore lire. Je suis fan et pratiquant d'arts martiaux depuis maintenant 29 ans. Je pratique les arts martiaux depuis tout petit et c'est ma grande passion. Et j'ai un côté geek aussi que vous découvrirez aussi avec les super-héros, etc. J'essaie de faire condenser cette présentation. Peut-être que j'espère que je n'ai pas été trop long. Non, c'est super, c'est clair. Et puis, il y a un truc quand même que j'aimerais bien, peut-être que tu nous en reparleras tout à l'heure, mais en quoi ça consiste un championnat de mind mapping? J'ai vraiment du mal à me représenter. Bonne question. En fait, déjà par rapport au championnat de mind mapping, Tony Buzan a créé une feuille
ou enfin une grille d'évaluation. En fait, on a un système de points qui permet donc finalement de tester les participants pour qu'ils aient plus de points. Donc, on a des points sur des critères esthétiques, mais on a aussi sur les critères synthétiques, etc. Et donc, il y a plusieurs épreuves. Donc, il y a 3 épreuves pour un championnat. Donc, on a une épreuve de mind map de discours, où il y a un speaker qui fait un discours et tout le monde doit faire une restitution sous forme de mind map en 20 minutes. Ensuite, on a une épreuve de mind map de magazine, où là, on a fait une restitution d'un magazine entier sous forme de mind map. Et toutes les mind maps se font sur des feuilles A3, pour qu'on ait quand même suffisamment d'espace. Et ensuite, on a l'épreuve de mind map de créative, mind map créative, où là, c'est sur un sujet au choix. Enfin, sauf pour le championnat à distance que l'on fait depuis Covid, en fait, où on impose un sujet pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, parce que sinon, on ne sait jamais, c'est des personnes qui font leur mind map avant, etc. Et tout ça dans des temps courts. On a 2 heures pour faire la mind map créative. Et une fois que les personnes ont terminé leur mind map, les arbitres, donc il y a toujours 2 arbitres qui vont évaluer chaque carte avec le système de points. Et les 10 premières de chaque discipline vont en finale. Et là, les arbitres seniors vont délibérer sur quel est le top 3, en fait, quel est le podium dans chacune des disciplines. Donc voilà comment fonctionne un championnat. D'accord. Ok. Bon, alors peut-être qu'on peut revenir au début et déjà peut-être que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est un mind map. Alors, qu'est-ce que c'est le mind mapping? Alors le mind mapping, c'est une technique de prise de notes ou de mise en forme de l'information de manière visuelle et que Tony Buzan a créé en modélisant, en s'inspirant de à la fois ce que faisaient les grands penseurs de notre histoire, comme Léonard de Vinci ou Albert Einstein, comment ils prenaient des notes, comment ils pensaient en fait, et de s'inspirer également de la nature. Et donc, il a observé la nature comme les arbres, etc. Et il en a fait un outil. Et je peux vous montrer, du coup, c'est beaucoup plus simple, un exemple de mind map. Je vais juste faire un petit truc vite fait. Excusez-moi, je vais vite faire ça. Ensuite, je partage la bonne slide. Et voilà, je vous parlais de mon côté geek. Voilà pourquoi je parle de côté geek. Ça, c'est la carte que j'ai faite pour le championnat du monde de 2018 en Chine. Superman au milieu. Et ça ressemble à ça, en fait, dans l'absolu de mind map. C'est que vous avez le sujet principal au centre de la carte, de la feuille, qui doit être la plus visuelle possible, autant que possible. Là, je vous parle vraiment dans le mind mapping poussé à son maximum, dans son idéal par rapport à un championnat. C'est pas forcément comme ça qu'on va pratiquer tous les jours parce que ça demande du temps, ça demande de l'entraînement. Mais là, je vous présente un exemple de comment on peut pousser l'exercice, en fait. Et plutôt que de vous expliquer les grandes règles du mind mapping, on va faire un petit exercice comme en plus, ça c'est bien, on est en mode masterclass et vous avez vos caméras, vos micros. Eh bien, on va faire un exercice ensemble d'apprentissage, en fait, qui est la modélisation. Donc, la modélisation, c'est quoi? Donc, c'est une compétence qui, c'est un terme technique, mais qui est en fait de savoir apprendre en observant et en déduisant. Donc, j'observe quelque chose, j'en déduis des règles pour pouvoir me les appliquer à moi. C'est ce que font les enfants de manière naturelle avec ce qu'on appelle les neurones miroirs, où ils vont observer et recopier. Donc là, on va faire cet exercice-là de modélisation où vous allez, à tour de rôle, me dire en observant cette carte, quels seraient les grands principes ou les grandes règles du mind mapping que vous pouvez mettre en application tout de suite. Alors, qui se lance? Qui veut partager une des grandes règles que vous pouvez observer et déduire en observant cette carte? Je ne sais pas si elle peut prendre le micro, peut-être plus utiliser le chat, ou peut-être que je m'avance un peu trop en faisant trop, peut-être pousser l'interactivité à fond. Alors, il y a Cécile qui dit une arborescence et il y a Joël qui a levé la main. Est-ce que tu peux... Il y a de la couleur, Maëva dit de la couleur. Ouais. Alors, je vais reprendre ce qu'il y a dans le chat. En effet, il y a une arborescence. Donc, Tony Buzan avait à modéliser les arbres notamment, avec un tronc et ensuite des branches. Il y a des branches qui vont du plus épais au plus fin. Donc, en effet, il y a une arborescence en partant du centre vers l'extérieur. Il y a de la couleur. Mais plus précisément, qu'est-ce que vous observez, Charlotte, non pas Charlotte, pardon, Maëva, par rapport aux couleurs, plus précisément?
Ensuite, des images et des pictogrammes. Tout à fait. Donc, c'est un outil visuel. Donc, plus on peut enrichir la carte d'aspects visuels comme les pictogrammes et les images, plus ça va être agréable pour le cerveau. Un mot par branche. Exact, Nathan. Merci d'avoir repéré ça. Ça, c'est une contrainte très forte qu'a imposé Tony Buzan et qui était vraiment important pour lui. C'était vraiment un mot par branche. Et c'est que ça, en tant que Français, c'est très compliqué. C'est une contrainte très contraignante, c'est le cas de le dire, c'est un oxymore, mais oui, c'est vraiment contraignant. Et pourtant, c'est très important pour travailler sur la mémoire, travailler sur la prise de décision et également la créativité. Et tout à l'heure, on pourra peut-être l'expérimenter également. Il y a une hiérarchisation, exactement, du plus important au moins important, du centre vers l'extérieur. Des racines et des radicelles, tout à fait. Question ouverte concrète au niveau 1. Alors, Joël, là, c'est vraiment par rapport à cet exemple spécifique, mais ce n'est pas une règle, entre guillemets. C'est pas toujours par des exemples. Là, c'est juste que c'est la structure que j'ai choisie pour cet exercice-là à ce moment-là. Maëva, des lignes organiques et non droites. Tout à fait, exactement. Ça, c'était important pour Tony également d'avoir des lignes curvilignes. Il y a un vrai critère là-dessus pour les championnats où on note vraiment pour que les personnes fassent des branches curvilignes. Alors, JC, non, justement, c'est pas toujours des questions. En effet, là, peut-être que je vous ai induit en erreur par cet exemple. C'est pas toujours des questions et des réponses, non. Par contre, il y a un sujet principal et ensuite un détail par rapport à ça. Maëva, oui, tout à fait, une couleur par branche. C'est exactement ça. Donc, dans l'idéal, ce serait d'avoir une couleur par branche. C'est ce qui permet de clarifier le fil conducteur et le fil de la pensée. Ah, les couleurs du chakra, j'ai pas fait gaffe. Alors ça, c'est une coïncidence. Ce n'est pas forcément voulu, mais ouais, pourquoi pas, en effet. Pas de phrases, que des mots-clés. Exactement, très peu de mots. L'idée, c'est vraiment d'économiser le maximum de mots et de surtout pas mettre de phrases. Et en effet, il y a un aspect esthétique autant que possible. Épuré. Bien vu. Est-ce qu'il y a une personne qui veut peut-être prendre le micro là-dessus ou on passe à la suite? Ok. Et Maïla qui dit, voilà, c'est plutôt horizontal, pas besoin de tourner la tête pour lire. Exactement. Et il y a une règle en fait dans le mapping en championnat, c'est que le mot ne doit pas être à plus de 45 degrés d'inclinaison, que ce soit comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Mais ça, c'est vrai que c'est une règle pour que justement, en un coup d'œil, hop, la page au format paysage, d'ailleurs, pas en format portrait, mais en format paysage, eh bien, puisse être plus facilement lisible. Et les acronymes aident également à mieux mémoriser. Top. Bon, là, c'est l'idéal. Donc, là, vous avez maintenant compris, vous avez réussi à modéliser, rien qu'en observant. Vous avez pu déduire des grandes règles, des bonnes pratiques, en fait, du mind mapping que vous pouvez réutiliser de votre côté également. Maintenant, on va passer à la pratique. Enfin, vous allez passer à la pratique avec un petit exercice que normalement, je fais faire uniquement aux personnes qui suivent mes programmes. Je me suis dit, bon, bah, les temps qu'à faire pour cette masterclass, on va le faire avec vous aussi pour que vous puissiez pratiquer également sur une feuille le mind mapping. Et l'objectif de cette carte que vous allez dessiner, c'est une carte qui va répondre à la question « Qui suis-je » Alors, pas moi, peu importe, mais vous, qui êtes-vous en fait? Et pour ça, vous allez prendre votre feuille et vous allez au centre, donc vous allez trouver le centre de cette feuille au format paysage, mettre votre prénom et votre nom. Donc, vous pouvez utiliser la couleur si vous pouvez, ce serait l'idéal. Mais après, lâchez prise pour l'instant, surtout si c'est sur votre première carte. N'hésitez pas forcément de refaire, comme vous avez vu plus tôt. Voilà, plutôt, c'était des semaines et des semaines d'entraînement. Là, on le fait rapidement et allez au plus simple. Donc, commencez par mettre votre prénom et votre nom au centre. Et après, vous allez réfléchir à quels sont les 4 mots-clés, les 3 ou 4 mots-clés qui répondraient au mieux à cette question « Qui suis-je » Et de réfléchir à ces 3 ou 4 mots-clés. Et une fois que vous les avez,
et là, vous commencez à les disposer. Alors, moi, ce que j'aime bien quand je fais une mind map à la main, mais on verra que ce n'est pas que la seule pratique. Aujourd'hui, vous avez aussi des outils digitaux. Mais l'avantage de faire une carte à la main, notamment quand on débute, ça a aussi des avantages en termes de concentration, en termes de créativité, ce qu'apportent un peu moins les outils digitaux. Mais on va aussi voir que les outils digitaux, c'est aussi pratique. Mais quand je fais une carte à la main, de mon côté, ce que j'aime bien faire, c'est pas faire la branche et ensuite écrire par-dessus. C'est au contraire, c'est d'abord écrire le mot-clé et ensuite faire la branche en dessous. Donc là, par exemple, j'ai mis monde parce que je me définis comme un citoyen du monde et je fais la branche en dessous. Et je continue. Donc, le deuxième mot-clé que j'ai choisi, c'est martiaux. J'ai pas besoin de mettre arts martiaux. Martiaux suffit. C'est une carte pour moi, hein. C'est pas une carte que je vais utiliser pour faire une présentation, etc. D'ailleurs, l'un des meilleurs usages du mind mapping, c'est avant tout pour soi. C'est pour apprendre, c'est pour synthétiser, c'est pour réfléchir. Donc, ne réfléchissez pas à des mots qui parleraient aux autres quand vous faites une mind map, surtout pour ce type d'exercice, mais d'abord pour vous, en fait. Donc, s'il y a un mot qui fonctionne pour vous, vous le mettez, même si dans l'absolu, ça ne fonctionne peut-être pas pour tout le monde. D'ailleurs, une carte ne va pas forcément parler à tout le monde, parce que tout le monde pense différemment. Et vous continuez comme ça avec votre troisième mot-clé. Vous pouvez mettre des petits pictogrammes si vous le souhaitez. Vous pouvez faire trois branches principales ou 4. Ou s'il n'y en a que 2, c'est pas grave. Vous mettez une branche d'un côté, une branche de l'autre. Et de toute façon, ce qui est bien avec le mind mapping, c'est que vous pouvez continuer de la compléter au fur et à mesure. Donc déjà, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette première phase, en fait, l'image centrale et branche principale. Donc là, les 4 branches que vous avez, c'est ce qu'on appelle les branches principales de votre carte. Oui, Married. Marie, bonsoir à tout le monde. J'avais une question parce qu'on pourrait confondre en fait avec nos qualités, nos défauts, des choses comme ça, les compétences aussi, non? Dans ce genre de carte. Alors là, pour l'exercice, c'est vraiment comment toi, enfin on peut se tutoyer ici Oui. Oui. Comment toi tu te présenteras en 4 mots-clés. Alors ça peut être des qualités, ça peut être des verbes d'action. Enfin, qu'est-ce qui te parle le plus en fait et pourquoi tu serais le plus à l'aise? Ok. Après, une astuce quand même, c'est plus simple si on garde la même, pas la même structure, mais les mêmes types de mots. Donc, si par exemple, tu as choisi de mettre des qualités sous forme d'adjectifs, c'est mieux de garder 4 adjectifs, par exemple. Si tu as choisi d'utiliser des verbes d'action, pour ces premières branches, c'est bien de garder une cohérence, en fait, en termes de type de mots. En tout cas, pour les branches principales. Mais après, quand on va voir les branches secondaires, etc., ça sera différent. Et par exemple, pour ma part, j'ai mis 3 passions et un mot-clé qui me définit d'un point de vue plus global. Donc, je ne me suis pas cantonné sur des qualités, etc. Et en fait, derrière cette question, qui suis-je, c'est un peu plus profond que ça parce que ça va vraiment répondre à la question comment vous définissez, qu'est-ce qui vous définit en fait. Certaines personnes vont se définir par leur rôle dans la famille. Ils disent voilà, moi je suis une maman, un papa. Il y a d'autres personnes qui vont peut-être se définir par là d'où elles viennent. Je suis breton, je suis bretonne, je viens de la Bretagne. Il y a d'autres personnes qui vont s'identifier par leur métier. Je suis comptable ou je suis prof, etc. Donc, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est vous, comment vous vous présentez à une personne qui ne vous connaît pas. Et donc, une fois que vous avez ces branches principales, vous continuez l'arborescence avec des branches secondaires. Donc, par exemple, pourquoi j'ai mis citoyen du monde? Parce que, 1, j'adore les voyages, et 2, j'adore vivre à l'étranger. Et j'aime bien changer de pays également pour avoir l'impression de changer de vie aussi. J'aime bien avoir l'idée d'avoir plusieurs vies dans une seule. Donc, c'est pour ça que je me définis comme citoyen du monde. Ensuite, pour les arts martiaux, ok, mais concrètement, lesquels? Donc, je pratiquais plusieurs types d'arts martiaux, des arts martiaux japonais, des arts martiaux brésiliens, des arts martiaux chinois. Pour les livres, j'aime bien lire et écrire, je le disais tout à l'heure. Donc, du coup, complétez comme ça vos branches principales par des branches secondaires. Et comme vous le voyez également, si vous avez des stylos de couleur ou des feutres de couleur,
garder cette cohérence visuelle de la branche principale et de voir toutes les ramifications dans la même branche. Ça va beaucoup faciliter le travail du cerveau là-dessus. Et donc là, du coup, c'est moins, enfin, on est, comme tu disais, c'est moins, on peut mélanger les adjectifs avec les verbes, avec les noms, enfin, c'est moins, ouais. Oui, moi là-dessus, j'ai lâché prise là-dessus. Hein. Vous mettez, c'est pas forcément une contrainte. Dans l'absolu, dans les championnats, mais bon là, je ne prépare pas un championnat. Mais dans les championnats, on dit d'éviter les adverbes et les adjectifs parce que le cerveau aurait du mal, en tant qu'arbitre en tout cas, aurait du mal à coller la bonne image. Parce que l'objectif d'une mind map, c'est ensuite que chaque branche véhicule une image. Et on arrive à recréer une image mentale en fait. Mais par exemple, créatif, pour moi, j'aurais pas peut-être la même image de créatif que toi, Emeline, ou toi, Joël, ou toi, Marie, par exemple. Donc, c'est pour ça que on recommande dans les championnats d'utiliser plutôt des noms qui sont plus spécifiques, qui aident à la création d'images mentales. Mais comme là, cette carte, elle n'est pas pour quelqu'un d'autre, elle n'est pas pour un juge ou un arbitre, elle est pour vous. A priori, les mots que vous allez utiliser, ça va facilement générer des images mentales. D'accord. Est-ce que l'idéal, ce serait que, par exemple, on puisse, dans l'absolu, mettre un petit picto à côté de chaque mot? Par exemple, si on avait le... Ah ouais, alors ça, ce serait l'idéal. Ici, c'est vrai que là, j'aurais pu m'amuser à faire un petit monde, voyage. En fait, ce que je recommande quand on veut vraiment pratiquer le mind mapping ou la pensée visuelle de manière générale, c'est ce que l'on appelle, alors c'est pas moi qui l'appelle comme ça, mais dans le milieu de la pensée visuelle, un dictionnaire visuel ou un dictionnaire de pictogrammes où pour chaque mot, je vais associer un pictogramme qui me parle. Donc, par exemple, pour monde, c'est un planisphère. Donc, je fais rapidement, paf, mon petit rond, l'Amérique, etc. Bref, très rapidement. Pour le voyage, pour moi, c'est un avion. Vivre, ça va être, par exemple, un cœur avec un signe dedans qui représente la vie. Pour les arts martiaux, ça va être une ceinture noire, etc., etc. Et donc, plus on s'entraîne à créer des petits pictogrammes, plus ça permet aussi, au-delà du mind mapping, de manière générale, quand on prend des notes, de se mettre des petits pictogrammes dans son carnet, etc., parce que ça augmente également visuellement l'information et du coup, ça la rend plus mémorable. Et donc, vous l'avez compris, continuez comme ça, jusqu'à un troisième niveau. Alors, pour aller jusqu'à 3, voire 4 niveaux, plus ça fait un peu complexe, un peu dense. Donc, je dirais l'idéal, moi, je dirais c'est 3 à 4 niveaux max. Et en termes de nombre de branches principales, ce qui est recommandé, c'est entre 4 et 7 maximum. En se reposant sur un des principes de ce qu'on appelle la mémoire de travail, qui est la mémoire à court terme, qui sature très rapidement et qui, d'après les études en neurosciences, pourrait mémoriser que 7 informations en même temps. C'est pour ça qu'on a du mal à faire du multitâche, etc. Donc, 3 à 7, on va dire, branches principales, comme pour monde, martiaux, livres, etc. Et ensuite, 3 à 4 niveaux de profondeur. C'est ce qui est recommandé. Donc, je laisse un petit temps pour gratter le papier, entre guillemets. Code, au niveau de l'écriture, est-ce que d'office c'est en imprimé? Est-ce qu'il faut écrire en plus grand au début, en plus petit à la fin? Est-ce qu'il y a des choses Très bonne question. C'est Odd, c'est ça? Non, c'est Gwen. Gwen, donc je croyais que tu avais dit Odd, c'est pour ça que je... Pardon. Oui, Gwen, très bonne question. Alors, il est recommandé, quand c'est fait à la main, d'écrire en lettres capitales pour augmenter la lisibilité, notamment pour les personnes comme moi qui écrivent mal. C'est beaucoup plus simple de rendre lisible en faisant en lettres capitales, un peu comme lorsque vous remplissez un formulaire, on vous dit de remplir en lettres capitales le formulaire. Ensuite, en effet, pour hiérarchiser l'information, ça va être beaucoup plus percutant si les informations au milieu vont être plus visibles que celles qui sont au bout de ramification. Donc, il y a une hiérarchisation visuelle aussi en termes de taille de lettres également, ou d'épaisseur, de gras, par exemple aussi. Donc, ça, c'est également une bonne pratique. Merci. T'en prie.
Moi, j'ai toujours un peu un truc quand je fais ce genre d'exercice-là, c'est que je me dis, bah mince, il y a une branche qui finit par rejoindre l'autre et tout. Alors du coup, j'ai toujours envie, tu sais, de faire des flèches qui font, oui, mais ça va sur les deux. Comment on fait avec ça? Ou il faut renoncer, juste se dire, c'est pas grave. Alors, c'est possible de faire des connexions, c'est-à-dire, par exemple, là, j'aurais pu faire Japon avec Japon. Ouais. J'aurais pu faire des petits pointillés, en fait, pour dire, bah oui, il y a une connexion, et c'est ce qui m'a amené à aller au Japon, par exemple. Donc ça, c'est possible. Après, éviter de multiplier les connexions de ce type, parce que ça peut charger la carte et créer la confusion. Et après, moi, ce que j'aime bien, ce qui m'aide, en tout cas, à lâcher prise sur le résultat de la carte, c'est de voir ça comme un entraînement de mon cerveau. Et du coup, plus de m'attarder sur la pratique du mind mapping plutôt que le résultat de la mind map. Et le fait de lâcher prise, bah, du coup, je me pose beaucoup moins de questions et même si c'est moche, entre guillemets, je ne prends pas la tête parce que je sais que derrière, le bénéfice ne repose pas sur le résultat de la carte, mais sur le processus intellectuel que cela m'a amené. Et par exemple, pour avoir pratiqué, comme vous l'imaginez, très intensément le mind mapping pendant une longue période de temps pour ma préparation au championnat, je me suis rendu compte des bénéfices. Alors, c'est empirique, hein, on n'a pas encore mené d'études scientifiques là-dessus de notre côté, mais d'énormes bénéfices en termes, par exemple, de capacité à structurer l'information. Et donc, moi, en tant que conférencier, en tant que formateur, bah, c'est une compétence hyper importante. De me dire, bah voilà, j'arrive à structurer mes cours, à parler moins, mais mieux également, parce que j'ai tellement forcé mon cerveau à réfléchir en un seul mot-clé. Du coup, j'ai besoin de moins dire de choses pour dire les choses. Mais tout ça parce que j'ai lâché prise sur le résultat pour me concentrer sur le process. Carole a une question. Oui, j'ai une question. Vous m'entendez? Oui. Oui. Alors moi, je suis ravie que vous nous ayez mis en situation pratique tout de suite. Mais là, je me rends compte que comme on n'a pas réfléchi avant, j'aurais peut-être pas dû organiser de cette manière-là. Donc voilà, c'était savoir si normalement, il y a un travail préalable pour déjà organiser. Alors, est-ce que c'est peut-être… Voilà, j'ai voulu partir comme ça. Et là, je me rends compte qu'il aurait peut-être fallu que je me pose pour mieux organiser. Voilà, c'est ma difficulté. Là, je me rends compte que voilà, les branches, j'aurais dû structurer peut-être différemment. Voilà, je voulais partager. Mais c'est parfait parce que l'avant tout, le mind mapping, avant d'être un outil de mémorisation, c'est un outil de réflexion. C'est un outil qui aide à réfléchir. Donc, à partir du moment où on réfléchit, forcément, c'est brouillon. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit de ne pas vous prendre la tête sur la forme, de ne pas vous prendre la tête sur si c'est joli, etc. Parce que, justement, ce que je recommande, c'est toujours commencer par une carte brouillonne. On peut raturer, on peut déplacer en disant, bah non, bah finalement, je vais mettre ça comme ça, etc. Pour la refaire au propre. Et ce qui est vertueux de cette manière-là aussi, c'est que le fait de refaire au propre, bah, ça permet de consolider l'information et donc de mieux la mémoriser. Parce que du coup, on dit, OK, bon, bah là, c'est bon, j'ai le bon format. Donc, Carole, c'est tout à fait OK. Et en fait, je dirais que le premier jet, ce serait un brouillon. D'accord. Qu'on pourra refaire au propre après. D'accord. Mais du coup, c'est logique qu'on se retrouve, qu'on n'ait pas forcément tout de suite la première belle Ah oui. carte. Ouais, d'accord. Non, mais… Ah oui, bien sûr. Tout à fait lâcher prise là-dessus. Vous savez, moi, je vous ai lancé tout de suite dans la fosse au lion, mais c'est un peu c'est mon mode de fonctionnement. Et puis, de toute façon, le mind mapping, vous pouvez trouver des livres en entier là-dessus si vous voulez apprendre la théorie, l'histoire, etc. Puis, bon, voilà, l'idée, c'est d'expérimenter. D'accord, Donc, bah merci. mais plus tu vas pratiquer, moins tu vas, entre guillemets, te planter, en fait. Donc, c'est ça aussi qu'il faut voir. C'est un processus. C'est plus vous allez pratiquer le mind mapping, moins il y aura de ratus, de brouillons, etc. Parce que ça va devenir de plus en plus naturel. C'est sûr que si c'est la première, c'est tout à fait normal. Ah oui, parce que surtout, moi, je suis partie à un moment donné sur des qualités. Donc là, j'ai entendu que l'idéal, ce serait plutôt partir sur des mots, des noms. Par exemple, monde, cerveau, plutôt que… Parce que c'est plus facile peut-être après pour… Ça dépend de l'objectif de la carte. Là, l'objectif, c'était une carte pour toi, en l'occurrence. Donc, si, quand tu mets une qualité, par exemple, et que tu arrives, quand tu fermes les yeux, tu as mis quoi, par exemple? C'est plus simple de partir d'un exemple concret. Bon, moi, j'ai mis passionné. D'accord. Donc, si… Alors, après, je pouvais mettre
dans la deuxième branche, donc c'était passionné, donc j'ai pu mettre, je suis passionnée d'entrepreneuriat et de voyage, donc là, bon, ça allait bien. Mais de l'autre côté, j'avais mis une qualité persévérante, mais alors là, moi, je suis bout. C'est une qualité, mais j'ai plus trop… Quels sont les projets sur lesquels tu as persévéré? D'accord. Okay. Non, mais du coup, en faisant cet exercice, je me dis, ah ouais, mais c'est pas… faut… J'avoue que c'est un exercice un peu trek parce que on dit, c'est un sujet que je connais bien, mais en faisant un mind map, on fait, mais en fait, ça challenge un petit peu, donc c'est voulu. Voilà. OK. Merci. Oui. Maëva, combien de branches par niveau max? Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par niveau max? Est-ce que c'est la profondeur ou le nombre de ramifications? Oh, Maëva, non. Je suis pas sûr d'avoir compris, donc je vais essayer de répondre à ta question. Il y a entre 3 et 7 branches maximum, donc en branche principale, 3 à 4 niveaux de profondeur. Et après, ce que tu disais, c'était dans chaque branche, combien de mots-clés je peux mettre? C'est ça? Ok. Ça dépend de la taille de la carte. Moi, personnellement, 4 max, parce qu'après, mon cerveau, au bout de plus de 4, pour moi, après, c'est très personnel. C'est un peu chargé. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'être léger et pas de créer de la charge mentale inutile. Ah, il y a Sarah qui aimerait montrer son travail. Ce serait top, ça. Elle est où, Sarah? Alors, je vais essayer de mettre en grand. Comment je peux faire ça? Et comment je peux sélectionner Sarah? Ah, merci. Ah, super. D'accord. Alors, Sarah, ça t'a apporté quoi de faire cet exercice? Ah, je crois qu'on n'entend pas Sarah. Est-ce que vous l'entendez? Ah, là, oui, c'est bon. Ouais, il faut mettre le micro près, en fait. Oui. J'ai toujours du mal, en fait, à me définir en tant que personne avec simplement des mots. Je suis très, très bavarde quand on me demande qui je suis. Et du coup, je trouvais que c'était un exercice qui était assez difficile. Mais au final, j'ai fini par trouver des mots comme ça qui me sont venus. Et du coup, je suis un peu fière de moi parce que je ne pensais pas que j'en étais capable. Bon, génial. Merci, merci du partage, Sarah. Et voilà, et là, c'était quoi? C'était 20 minutes d'initiation. Donc, voilà, n'hésitez pas. Ce que je recommande, si c'est un exercice qui vous a plu, de faire cette carte sur vous. Comme on est tous des êtres qui changent, qui évoluent, etc. Amusez-vous à le faire, je sais pas, moi je le fais tous les ans par exemple, vous pouvez faire tous les 6 mois, etc. Mais de voir en fait, si vous posez cette question, qui vous êtes aujourd'hui. Et peut-être de comparer qui vous étiez il y a 1 an par exemple. Et je trouve ça assez marrant comme exercice. Moi aussi, je trouve ça super en fait. Puis là, en plus de l'avoir fait, je me dis, ah ouais, tiens, j'avais pas pensé à ça comme ça. Enfin, je fais des associations là que j'aurais pas faites spontanément, donc c'est super chouette. Et du coup, si on commence à avoir trop de choses, j'imagine que l'idéal, c'est de partir sur une autre carte. Alors, par exemple, on se dit, voilà, du coup, je peux faire une carte, par exemple, sur mes hobbies ou ma profession, enfin, mes axes professionnels. C'est ça un peu l'idée? Oui, il y a une pratique où en fait, on peut avoir ce qu'on appelle une master carte, ou une carte mère, entre guillemets, où en fait, on a les grandes idées principales, et après les cartes enfants, où en fait, on va faire des zooms sur des éléments sur lesquels on n'a pas pu aller en détail, et du coup, d'avoir une espèce de constellation où on a au centre quelque part la carte maman, entre guillemets, et après les cartes filles, entre guillemets, qui vont aller un peu plus en détail. Mais c'est sûr que ce qui est intéressant avec les cartes faites à la main, c'est que vous avez une contrainte physique qui est la taille de la feuille et qui vous oblige à être synthétique et à ne pas être exhaustif. Donc, utilisez ça également pour travailler cet esprit de synthèse. C'est pour ça que qu'on pratique le mind mapping. Je recommande de commencer par la feuille, le papier, parce qu'on est contraint par l'espace que l'on n'a pas forcément sur l'outil digital. D'accord. Et on a Rome qui lève la main. Oui. Alors, je ne vois pas.
Alors, Rome, je ne sais pas si tu veux prendre le micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, super. Bon, alors du coup, déjà, merci beaucoup parce que les explications, elles sont très claires. En effet, on sent un esprit synthétique et c'est hyper agréable. Et du coup, je rebondis sur ce que tu disais par rapport à… c'est vrai qu'on est tous des êtres en mouvement, en évolution. Et donc là, en effet, c'est sûr que ça fait du bien de poser les choses comme ça avec des couleurs, avec des mots, ça synthétise, ça aide à recentrer bien tout ça dans l'axe. Et en fait, du coup, ma question ou ce que je voulais, ma remarque, on va dire, c'est est-ce que justement, comme tu parles là, qu'après tu peux faire le lien avec différentes thématiques, en fait, différents sujets ou quoi. Est-ce que justement, ça peut rejoindre un peu le tableau de vision, si tu connais ça aussi ou quoi, ou genre en gros, mettre des objectifs ou comment organiser tel projet. Comment toi, tu l'as peut-être déjà expérimenté, déjà fait ou quoi? Ok, donc les utilisations du mind mapping, oui, en effet, le mind mapping, donc là, pour l'expérimenter, on l'a fait sur vous, et en mode qui je suis aujourd'hui, mais vous pouvez faire aussi qui j'ai envie d'être demain. Qui est-ce que j'ai envie d'être ou de devenir? Moi, j'aime bien faire ça aussi. Dire, tiens, cette année, allez, par exemple, quand je démarre l'année, je dis, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire évoluer? J'aime bien cette dimension-là. C'est pas dire que je suis une autre personne, c'est juste que, bon, tant qu'à faire, plutôt que de subir le changement, je vais peut-être le provoquer. Et du coup, faire la carte de là où j'ai envie de mettre le focus quelque part, parce que c'est un outil qui peut aider à mettre le focus. Et c'est vrai qu'en termes de vision board, c'est intéressant. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est de faire par rapport à un objectif qui est important pour moi, comme un projet, de faire, donc au-delà de faire une carte de projet où j'ai mes ressources, etc., c'est de mettre mon objectif et après, autour, de mettre qu'est-ce que ce projet m'évoque quand il sera réalisé, en fait. Et aussi, donc sur certaines branches, de mettre des mentors qui m'inspirent pour ce projet. Et donc, du coup, c'est en ça que ça peut être une sorte de vision board où, en fait, j'ai mon projet, c'est mon focus. Je sais que sur cette branche-là, j'aurai réussi quand, j'aurai ça, ça, ça et ça. Et ensuite, voilà les mentors qui pourraient m'inspirer pour ce projet-là. Donc, j'aime bien utiliser ça aussi dans ce sens-là. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est possible. Ouais. Et puis, du coup, tu le gardes toujours comme quelque chose de très synthétique. Et comme tu dis, si tu mets des mentors ou des sources, des pistes de recherche, tout ça, après, tu rassembles cette documentation sous d'autres formes ou dans d'autres choses. Ça, c'est un peu pour garder l'esprit clair, finalement, sur ta ligne directrice. Et c'est ça un peu ta ligne d'objectif à atteindre. Alors, je sais pas si la question sous-jacente, c'est est-ce que je fais tout en mind map? La réponse à ça, c'est non. En effet, j'utilise le mind map pour certains exercices, la synthèse, la réflexion, la prise de décision. Après, je fais pas tout en mind map. Il y a des projets sur lesquels c'est pas pertinent de le faire. Donc oui, il y a des moments pour lesquels c'est pertinent de commencer une mind map et de ensuite enchaîner avec d'autres outils. Mais après, ça dépend vraiment des personnes aussi. Il y a des personnes qui font tout en mind map parce qu'ils adorent ça, c'est leur truc, etc. Donc, je dirais que c'est vraiment de tester sur différents sujets, différents objectifs et de voir dans quelle situation c'est pertinent. D'accord. Ouais. Mais c'est au cas par cas et ça dépend après de sa manière d'être et de fonctionner, quoi, finalement. Oui, j'ai pas envie de pousser ma pratique en me disant c'est ça qu'il faut faire. Je dis voilà, moi c'est comme ça que je pratique. Testez et voyez si ça marche pour vous. D'accord, super. Non, mais merci beaucoup pour le partage. Je t'en prie. Justement, ça rejoint la question de Maïva dans le chat qui disait est-ce que je m'en sers aussi d'outils de réflexion, mais aussi de prise de notes? Oui, d'ailleurs, par rapport au championnat, quand on fait une mind map de discours, c'est de la prise de notes. Alors, la prise de notes par rapport à un discours ou un cours en direct, c'est plus compliqué. Je ne recommande pas de commencer par ça parce que pour moi, c'est le niveau expert, quoi. C'est parce que il y a personne qui parle, on doit tout de suite créer la structure, etc. Sauf si vous aimez le challenge et que vous n'avez pas peur de recommencer une carte après, c'est OK. Donc, pour la synthèse, moi, ce que je recommande, c'est déjà d'adopter le principe de mots-clés, de ne pas noter de phrases, mais de mots-clés, d'adopter le principe de pictogramme également. Et ensuite, c'est de noter ça peut-être de manière linéaire, si c'est plus naturel pour vous, mais de faire la mind map comme
une synthèse, mais pas de prise de notes, en fait. Enfin, c'est pas sous forme de prise de notes, mais sous forme de synthèse après la prise de notes. Je ne sais pas si je suis clair. Je prends mes notes par rapport à mon carnet, etc. Et ensuite, pour réviser ou pour ancrer l'information, je remets de l'ordre de mes notes sous forme de mind map. Et pour moi, c'est beaucoup plus puissant comme système parce que c'est aussi une manière de mieux mémoriser. Alors, il y a Agnès. Je trouve toujours fascinant la manière dont les choses se relient. C'est d'autant plus probant que là, malgré la différence des 4 branches d'origine, on en revient toujours à nous. C'est très beau et de le faire pour soi, je n'avais jamais essayé. Ah ben merci Agnès. Top. Comme quoi un exercice tout simple peut avoir d'impact. Un enfant aussi peut s'en servir pour l'école et ça peut l'aider dans ses apprentissages. Tout à fait. Là, c'est vrai que nous sommes entre adultes, mais le mind mapping, comme c'est quelque chose de visuel, qui a des couleurs, etc., c'est super fun en fait. Et par exemple, pour le championnat, on a des catégories enfants et on fait des partenariats justement avec des écoles où en fait, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a créé un système pour qu'on forme des professeurs dans des écoles pour qu'ils puissent accompagner leur classe pour préparer les championnats de France de lecture rapide et de mind mapping. Et on se rend compte que les enfants adorent ça. En plus, ils sont pas encore conditionnés sur une pensée très linéaire avec cette culture très ingénieure en France et très littéraire. Et du coup, ouais, ça marche super bien. Et donc oui, avec les enfants, ça marche vraiment bien en fait. Alors Arlette qui dit ça devient un mind map d'intention à ce moment-là. Donc oui, j'imagine que tu fais référence à la mind map de la personne que j'ai envie d'être, que j'ai envie de devenir, ou par rapport à un projet que j'ai envie de réaliser. Charlotte, le mind mapping peut-il être un outil de réflexion collaborative? Ah, bonne question. Ah oui, est-ce que c'était aussi un des sujets que l'on doit aborder aujourd'hui? Je vois que le temps passe super vite d'ailleurs. Et oui, pour les courses, pareil, c'est pratique aussi. Est-ce que c'est normal de s'y reprendre à plusieurs fois? Oui, tout à fait. Parce que du coup, on se rend compte qu'on a fait un truc et que finalement, c'était pas la meilleure manière, etc. Donc, pour moi, une mind map n'est jamais vraiment finie. C'est comme quand on écrit un bouquin, en fait. On n'a jamais l'impression que c'est terminé. Et à un moment donné, on choisit que c'est fini pour passer à autre chose. C'est plus une prise de décision. Si à ce moment-là, par rapport à ce que j'ai fait, c'est OK pour passer à autre chose parce que sinon, on aura toujours ce perfectionnisme qui nous empêche de continuer d'avancer. Simple Mind, ouais, il y a aussi des outils justement là-dessus. Ouais. Qui dit mind map dira sketchnote ou non? Alors c'est une bonne question. Le sketchnoting est un outil de pensée visuelle également, mais qui est moins contraignant. Le mind map est un outil de pensée visuelle très contraint, mais c'est justement pour mieux structurer la pensée. Et pour le sketchnoting, c'est un outil hyper complémentaire. Moi, je bosse beaucoup avec Béatrice Huillier, qui est pour moi une des meilleures expertes sur le sujet. D'ailleurs, elle a fait partie de notre équipe pour le championnat de France en 2019 et elle a obtenu un titre. Donc, comme quoi, c'est pas incompatible. C'est bien, ça a suscité plein de réflexions. J'ai une petite question sur les logiciels justement qui permettent de faire des cartes avec l'outil informatique, enfin l'outil numérique. Moi, je me souviens d'être tombée sur des outils où justement les branches sont très droites et tu disais que, du coup, on perd ce côté un peu esthétique, organique. Alors du coup, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Est-ce qu'il y a des outils qui sont mieux que d'autres pour toi, plus adaptés? Alors, par rapport à ça, il y a plusieurs usages dans les outils. Il y a des outils qui vont être de mind mapping qui vont être plus utiles pour du travail d'équipe ou pour la gestion de projet et qui du coup ne vont pas forcément intégrer cette dimension esthétique. Donc là, vous avez MindMeister, par exemple, qui est apparemment l'outil le plus poussé pour ça, mais qui n'intègre pas les codes Tony Buzan pour autant. Par rapport au code Buzan, si vous faites des cartes pour vous, par exemple, moi, c'est l'outil que j'utilise le plus, c'est iMindMap, mais qui est devenu Iowa. Alors, je vais mettre dans le chat, iMindMap, et qui est devenu Iowa. Et pour moi, c'est pas le meilleur outil de travail collaboratif, sauf si on le fait en direct. En revanche, c'est l'outil qui respecte le plus les critères de Tony Buzan.
D'accord, merci. Et si tu veux, ce que je peux proposer, c'est justement, on peut créer une carte ensemble, parler justement de comment on peut faire une mind map pour l'intelligence collective. Donc, imaginons que l'on veuille créer un projet ensemble et qu'on fasse par une mind map. Alors, c'est sûr que sur une feuille, ce serait compliqué, surtout là, si on est 50, ça va être pas simple à gérer. Mais avec un outil digital, c'est beaucoup plus simple et même à distance, en fait. Donc, on peut tester ça, si tu veux, Emeline. Bah oui, tout à fait. Ouais, c'est vrai qu'il y a des questions sur le collaboratif. D'accord, allons-y alors. Expérience en direct. OK. Donc, voilà l'interface de l'outil iMindMap, mais qui aujourd'hui n'existe plus. Moi, je l'ai acheté il y a quelques années. Maintenant, c'est IOA, mais c'est la même base. Et en fait, avec cet outil, vous pouvez créer des branches qui vont être curvilignes comme ça, et vous pouvez les déplacer comme vous le souhaitez. Et quand vous écrivez dessus, vous avez c'est écrit vraiment sur la branche. Donc, c'est ça qui est intéressant avec cet outil-là. Donc, maintenant, ce que l'on pourrait faire par rapport à l'exercice, c'est une pierre plusieurs coups. On pourrait faire un exercice d'utilisation d'un outil digital pour le mind mapping, de réflexion collective et de gestion de projet. Parce que c'est quand même le sujet, un des sujets qu'on voulait aborder aujourd'hui. Donc, voilà, imaginons que, comme c'est toi l'organisatrice ici et notre hôte, que tu voulais mener un projet, que tu voulais mobiliser les 40 cerveaux ici présents ce soir. En 2 mots, ce serait quoi le projet que tu aimerais mener? Oula. Je fais appel au public si vous avez des idées. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ça peut être un exemple, même Par si c'est un projet fictif. Je ne sais pas si ça rentrerait là-dedans, mais par exemple, si on voulait créer un forum de partage, justement, un forum d'échange d'idées, de ressources. D'accord, voilà, très bien. Un forum de partage. Ça, c'est le sujet principal. Donc après, si on veut avancer sur le projet, généralement, quand on est en mode projet, bien, c'est important d'avoir une vision de ce que on a envie de matérialiser avant de réfléchir à quoi, à comment faire les choses, etc. C'est quel est le résultat qu'on a envie d'atteindre ou qu'est-ce qu'on a envie de matérialiser. Donc, imaginons qu'on mette, par exemple, la vision. Je ne sais pas si ça te parle, ça, la vision que tu as envie d'avoir pour ce projet-là. Donc là, par exemple, pour les personnes, si Emeline demain crée un forum de partage, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans ce forum de partage? Donc là, vous pouvez utiliser le chat et on verra des... Donc, ça peut être donc des documents, OK. Donc, on peut mettre des documents. Des conférences, OK. Des bonnes pratiques, OK. Des vidéos, OK. Donc là, quand je vois documents, par exemple, je vois bonnes pratiques, je dis, tiens, ça serait bien d'avoir des documents pratiques peut-être, pour avoir des bonnes pratiques. Et si je sais dans les pratiques, ça peut être pour les bonnes pratiques, mais ça peut être aussi des outils pratiques. Vous voyez, le fait d'avoir un seul mot par branche, ça permet d'avoir plus de possibilités. Alors que si j'ai mis bonne pratique, c'était fini. OK, on peut avoir des bibliographies. Références web, OK. Et par exemple, donc les conférences, c'est quoi? C'est des replays, par exemple? Bon, je vais mettre, allez, des replays. Peut-être des thèmes. Voilà, donc là, on a, avec cette vision, comprenez le principe. C'est OK, maintenant, au début, on dit, voilà, on fait un forum de partage. Maintenant, on dit, voilà, il y a des documents pratiques, et des bibliographies, des conférences, des replays, des thèmes.
tout de suite, on arrive à plus se projeter ensemble. Là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et on construit la carte ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on met tout. Voilà, comme vous avez pu voir, là, pour que les cartes se créent, c'est mieux d'avoir une personne attitrée qui va prendre des notes et aussi qu'il y ait un travail de filtre parce qu'il y a des choses que l'on peut regrouper. Parce que, comme vous avez pu voir, il y a eu tout à l'heure, on parlait de bonnes pratiques, conférences, etc. Je n'ai pas tout noté comme ça vient. J'essaie de structurer les idées tout de suite. Donc là, quand je vois date ou live éventuelle, ça peut être une sorte d'agenda, par exemple. Mais là, on parlait tout à l'heure, comment on fait quand on a un truc qui est lié? Hop, je peux faire une connexion. Un agenda qui est relié au live, par exemple. Moi, je pensais par exemple, tu vois, à une sorte de carte ou d'annuaire où on puisse repérer des personnes qui sont dans sa région, par exemple, pour former des groupes d'échange. Un annuaire avec une map, avec par exemple Google Maps, etc. Des professionnels, par exemple. OK. Bref, vous avez compris, là, on commence à avoir une vision un peu plus claire, en fait, mais qui a été co-créée par les personnes qui ont contribué au brainstorming. Maintenant, est-ce que la vision, ça suffit pour matérialiser le forum? Pas forcément. On a besoin aussi de ressources. De quoi on aurait besoin pour créer ce forum dans lequel il y a des documents, des conférences, un agenda et un annuaire? Une interface, oui, comme dit Joël. Ah, donc une interface. Des personnes facilitatrices, quelque chose comme ça. Donc, ce qu'on peut mettre, c'est par exemple, on peut mettre je vais mettre des humains, Oui. ressources des humains, et après on peut dire, il y a des facilitateurs ou tatrices, je sais pas, facilitatrice. Comment on pourrait. Facilitateur, on comprend. Voilà. Ça peut être, oui, par exemple, un programmeur. Là, c'est un exemple, mais. Et par exemple, pour les interfaces, là, on peut lister des exemples aussi. De quels outils utilisent ça? Est-ce que, par exemple, ça va être du Moodle, par exemple? Est-ce que ça va être une autre plateforme qui utilise ça? Le Zerodi. Et donc là, on commence à mettre des idées sur les ressources que dont on va avoir besoin pour ça. Et quoi d'autre? De quoi on aurait besoin pour matérialiser cette vision? Ordinateur, connexion, Internet, oui, par exemple. Argent, budget, ouais, tout à fait. Ça peut être aussi, il y a peut-être un budget. Je dirais même, pourquoi pas aussi mettre le temps. On va demander du temps, en fait. Et pour répondre au budget, au temps, on a besoin de savoir, justement, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement. Quelles sont les actions ou même les prochaines actions, par exemple, pour amener, pour matérialiser la vision. Bref, vous avez compris, parce que là, je vois que le temps tourne et peut-être des personnes qui partent, mais voilà, en fait, l'un des intérêts aussi de l'outil digital, c'est que déjà, on peut partager un écran et paf, tout le monde travaille là-dessus. Et si, par exemple, on me dit, en fait, l'annuaire, finalement, c'est pas intéressant de le mettre dans la vision, c'est plus dans les ressources, et bien, du coup, il suffit de l'enlever et de le mettre dans les ressources, par exemple. Voilà. Mais c'est plus simple pour les bouger aussi. Il y a une question Ou revenir en arrière. de JC qui dit « Tu définis des besoins, mais peut-il y avoir des interrogations ou différentes hypothèses ?»
je suppose que ça veut dire, enfin, qu'est-ce qu'on entend? C'était un peu la définition de qu'est-ce que ça veut dire un forum, c'est ça? Je ne sais pas trop ce que c'est la question de la personne. Les besoins. Est-ce que j'ai défini des besoins? Est-ce que, ouais, c'est vrai que j'ai pas trop compris non plus à quel niveau. En fait, tout est possible. C'est vrai que là, j'ai volontairement, pour gagner du temps, imposé la structure initiale pour avancer. Je dis, bah voilà, pour avancer sur le projet, on va partir de la vision, ensuite les ressources et les actions. Mais après, on peut choisir une autre structure pour avancer sur le projet. C'est juste qu'il s'avère que c'est comme ça que je fonctionne, c'est que quand je lance un projet, paf, je dis bah, vers où j'ai envie d'aller, qu'est-ce que j'ai envie de matérialiser, hop, quelles sont les ressources dont j'ai besoin pour matérialiser ça, et ensuite, bah, concrètement, qu'est-ce qu'on fait et qui fait quoi. Et c'est mon mode de fonctionnement. Après, on n'est pas obligé de l'adopter. Donc, oui, une autre structure est tout à fait possible pour cet exercice. Du coup, le facilitateur a quand même un rôle, enfin, il influence quand même relativement l'exercice, non? Enfin, Alors là, je l'ai fait pour gagner du temps. oui, Mais le facilitateur ne peut être qu'un scribe d'accord. et que après être beaucoup plus en mode démocratique. Parce que là, c'est vrai que par rapport à la question de la gestion du temps, voilà, je peux pas non plus voter pour chaque mot, mais ça peut être ça aussi. Ben voilà, qui est OK ici pour qu'on mette document. Ben voilà, on peut voter, paf, OK, bon, on met document. Donc il y a vraiment cette possibilité-là aussi en termes de gestion de projet. Mais ce qui est intéressant, quoi qu'il arrive, c'est que c'est pas pour moi, hein, le mind mapping n'est pas un support de gestion de projet. On va pas gérer le projet au jour le jour. Par contre, c'est un support qui aide à poser la vision, à avoir une clarté en un coup d'œil. Ben voilà, quand je sais forum partage, si là je suis en train de revoir la vision, je me dis, bah mince, finalement la vision elle a évolué et que finalement on va pas forcément mettre des conférences, on va mettre autre chose ou il manque cette dimension-là, d'ailleurs, on peut mettre cette branche-là comme ça, il manque dans la vision quelque chose d'important qui est le côté réseau social, par exemple. C'est toujours possible, en fait. Mais le fait d'avoir tout ça en un seul coup d'œil, bah, ça permet de l'améliorer, que ce soit en solo ou que ce soit également en équipe. Et donc, oui, ça peut être un outil pour clarifier le cahier des charges. Après, je ne sais pas si le mind mapping est le bon outil, le bon support pour faire un cahier des charges, parce que c'est assez technique et un cahier des charges a pour vocation à être exhaustif, ce qui n'est pas l'objet du mind mapping. Voilà, je ne pense pas que ça va être pertinent d'aller au bout du bout de cette mind map. Est-ce que vous avez des questions? Je préfère passer un peu plus de temps sur vos questions. Ce qui est bien en plus, c'est que vous avez des questions très pertinentes. Est-ce que vous avez des questions sur l'exercice que l'on vient de faire? Oui, Maëva. Je voulais te demander parce que j'ai vu dans ta façon de choisir les branches, les mots, etc. On dirait qu'il y a un truc. Par exemple, quand tu as parlé des documents, des bonnes pratiques, tu as choisi tout de suite de mettre bonne après, de pratique avant. Pareil pour annuaire, tu as su tout de suite quoi mettre en profondeur, quoi mettre en principal. Est-ce qu'il y a un truc, un réflexe à avoir sur la façon d'organiser déjà de base les profondeurs? Bonne question. C'est vrai que je m'en étais pas rendu compte. Je pense que c'est la pratique, en fait. C'est vraiment à force de pratiquer, il y a des réflexes qui se mettent en place. Bah ouais, Et ouais, je pense que c'est vraiment quand je crée une branche, j'essaie de voir est-ce que la branche, le chemin peut continuer ou est-ce que si je mets ce mot-là, ça s'arrête. Si par exemple j'avais mis bonne, document est bonne, oui. J'étais fermé en fait. Alors que pratique, ça m'ouvre des possibilités. Ok, c'est ça le truc. D'accord. En tout cas, c'est mon truc. C'est pas ton truc. pas si c'est le truc, mais c'est mon truc en web par rapport à ça. Ouais. Ok, super, merci. Je t'en prie. Ah, une question de Ludivine. Pour moi, c'est plus difficile de faire un mind map sur soi que sur quelque chose d'extérieur. Ok. Y a-t-il des questions à se poser par niveau de branche pour faciliter le déroulé du fil? Tu parles du fil pour toi ou pour
quelque chose d'extérieur, Ludivine. Pour soi. Quelque chose qui aide, qui m'aide en fait pour réfléchir, surtout quand j'ai du mal à avancer, c'est la contrainte. Parce que la contrainte stimule la créativité. Et donc, si par exemple, tu sais pas trop par quoi commencer, tu peux dire, tiens, pour cette carte sur moi, je vais répondre avec des passions. Et tu fais une carte de tes passions et que ça fait partie de toi. Elle me dit, la prochaine, ma contrainte, ça va être de faire sur des moments de vie ou des situations de vie qui t'ont défini, par exemple. Et du coup, le fait de t'imposer des contraintes va canaliser ton cerveau et ça va faciliter la venue d'idées. C'est comme le syndrome de la page blanche. Le problème de la page blanche, c'est que on part de rien, donc le cerveau il sait pas où il faut aller. C'est comme si je vous dis, voilà, tu as Google Maps, maintenant vas-y. Je dis, ok, mais je vais où? Donc, du coup, c'est plus simple si je dis, je vais là. Et du coup, il dit, ok, mais du coup, tu vas aller là, à cette adresse-là, tu vas aller en voiture, tu vas aller en vélo, tu vas aller en train, ou tu vas aller à pied. Je dis, ok, je vais aller à pied. Il dit, ok. Le fait d'avoir une contrainte, eh bien, ça permet, du coup, de faciliter le chemin neuronal, du coup, ici, pour la prise de décision. Est-ce que Ludivine... Ok, merci, bonne idée sur la contrainte. Ok, donc ça, j'ai l'impression que j'ai répondu à ta question. Pascal, est-ce qu'on pourrait faire notre CV avec cette technique? Tout à fait. Après, par rapport au CV, oui, c'est possible en fait. Par contre, pas tous les recruteurs. Ça peut être intéressant pour soi, pas forcément pour les recruteurs, parce que quand on est dans un processus de recherche d'emploi, sachez que les recruteurs, ils récoltent des dizaines, voire des centaines de CV, et que pour eux, les CV répondent à une mise en forme qui est assez classique et que quelque chose qui leur demandera de réfléchir va pas forcément augmenter vos chances de réussite. Donc, par rapport à ça, pour le CV, ça peut être intéressant en termes de réflexion, ça peut être intéressant en annexe, ça peut être intéressant lors de l'entretien de recrutement, pas forcément en tant que CV parce que c'est peut-être trop en dehors des cases. Alors, Maëva, je ne sais pas si tu as laissé ta main levée ou si tu as une autre question. Non, c'est bon, pas de panique. Je voulais être sûr. Est-ce qu'il y a des critiques du mind mapping? Parce que moi, je me souviens d'avoir lu quelque chose, mais malheureusement, je ne saurais plus te dire ce que j'avais lu comme critique, mais qu'on disait que le mind mapping, c'était super pour apprendre, pour mémoriser et tout, mais en fait, que les dernières recherches sur le cerveau montraient que pas forcément, en tout cas, que ça ne convenait pas à tout le monde. Mais de toute façon, au-delà des critiques, des recherches, etc., mon discours, c'est le même. C'est tester, ça marche pour vous, en fait. Je suis pas là pour vous dire que le mind mapping, c'est génial, c'est pour tout le monde, et que si ça marche pas, c'est parce que vous avez mal fait. Non, ça dépend vraiment des personnes, et je dirais qu'il faut tester, en fait. Dans quel cas ça marche mieux? Alors, tu dirais, par exemple, si on se focalise sur l'apprentissage, que là, par exemple, si on parle d'éducation, ce serait efficace, par exemple, pour retenir un cours ou pour justement faire l'effort de reprendre ses notes et de synthétiser et du coup, dans le process, apprendre finalement, c'est peut-être ça? Ok. Je dirais que ça dépend comment on aborde le mind mapping. Si on l'aborde en tant qu'outil, uniquement comme un outil ponctuel, en effet, la recommandation, c'est d'utiliser le mind mapping pour structurer ses pensées et mémoriser. Moi, par exemple, j'utilise le mind mapping beaucoup pour préparer mes conférences, préparer une vidéo, préparer un cours, parce que ça me permet de mémoriser le contenu et de ne pas avoir des pense-bêtes, des fiches, etc. J'ai la carte et que si j'ai besoin à un moment donné de me rappeler où j'en suis dans mon fil conducteur, en un coup d'œil, j'ai le truc. Donc ça, c'est mon usage qui, je trouve, est le plus percutant du mind mapping. Après, pour moi, la vraie vertu du mind mapping, c'est quand on arrive à en faire un usage régulier et que ça devienne un entraînement du cerveau. Parce que plus on utilise le mind mapping, plus on a l'esprit de synthèse, plus on a les idées claires et en fait, vous allez avoir des automatismes. Maëva, tout à l'heure, l'a noté, justement, des automatismes, en fait, des réflexes mentaux, on n'y pense plus. Et même parfois, de faire la mind map
dans sa tête, en fait. Et par exemple, moi, ça m'aide beaucoup, par exemple, pour cette conférence. Désolé, je vous dévoile les coulisses, mais j'ai pas préparé, enfin, j'ai préparé un minimum, sinon j'arriverai en freestyle, mais j'ai pas de script, j'ai pas de plan. J'avais une idée de ce que je voulais faire, mais parce que j'ai cette capacité maintenant, grâce au mind mapping, à structurer mes idées, à me retrouver dans mon cheminement, que finalement, je suis plus à l'aise et plus confiant aussi. Mais c'est en voyant le mind mapping comme un entraînement du cerveau que j'en suis arrivé à là et pas juste comme un outil, en fait. Mais là, c'est très empirique. Hein. Là, je ne me repose pas sur des études scientifiques dont tu fais mention, Emeline. C'est vraiment très empirique par rapport à ma propre pratique. Mais voilà, si l'investissement en temps est conséquent pour en faire une pratique régulière et que vous voulez utiliser le mind mapping comme ça, pour moi, le plus percutant, c'est je veux synthétiser ce que j'ai envie de mémoriser, un cours, un livre, etc. Pascal, est-ce que c'est ça qui évite la dispersion? Ça dépend. La dispersion, c'est un gros sujet, parce que derrière, est-ce que c'est parce qu'on a des idées qui vont dans tous les sens, etc. Est-ce que le mind mapping empêche ça? Pas forcément. J'ai tendance à avoir beaucoup d'idées et du coup peut-être à me disperser et être appelé par-ci, être appelé par-là. Par contre, ça aide à revenir, parce que du coup, il y a le chemin. Donc, je ne dirais pas que ça évite la dispersion. Par contre, ça aide à revenir là où on a envie d'être, finalement, et du coup à être focus. Et donc là, à la fois dans sa présentation, dire, voilà, j'ai fait une digression ici, j'arrive à revenir là où je voulais être. Ça a permis d'anticiper aussi, comme par exemple tout à l'heure, il y avait une question sur mais pour la gestion de projet, je dis non, pas de souci, on va voir ça juste après, et j'ai pas oublié. Donc du coup, la question a été traitée. Mais aussi dans la vie de tous les jours, si vous avez tendance à avoir plein d'idées, etc. Si vous faites votre map, votre carte des projets que vous voulez mener, vous pouvez revenir à là où vous voulez être et choisir, dire maintenant voilà, aujourd'hui, je choisis ce projet-là et je vais pas aller faire un petit peu de ci, un petit peu de ça. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que finalement, il y a quelque chose de pas hiérarchique en fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que si tu mets les trucs les uns sous les autres, finalement, tu te dis, bon, il faut que je fasse ça d'abord, et puis ça après. Alors que là, comme tu disais, tu l'as dans la tête, parce que voilà, tu as cette arborescence dans la tête, et puis tu fais un peu en fonction de l'échange organique qui se passe. Je trouve que ça sympa, ce côté pas hiérarchisé. En fait, c'est hiérarchisé, mais c'est pas linéaire. Oui, voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'en effet, on n'est pas obligé de commencer par le grand 1, le grand 2, etc. C'est qu'on peut commencer par le grand 3, revenir au grand 2, etc. Ouais, ça, c'est vrai que ça, c'est assez agréable de pouvoir naviguer comme ça sur la carte aussi. Et du coup, est-ce que l'œil a tendance, par exemple, j'imagine, on est habitué à lire d'abord la gauche, ensuite la droite. Du coup, est-ce que, par exemple, dans les championnats de mind map, tu prêtes une attention à ce que tu mets à gauche, que tu mets à droite, en haut, en bas, ou ça n'a aucune importance? Notre modèle ici, c'est l'horloge. Ah, d'accord. On commence en haut à droite et on lit la carte comme ça, dans les sens des aiguilles d'une montre. Ce qui me semble assez naturel parce que, en fait, comme on a une structure circulaire, naturellement, c'est ce qui se fait assez naturellement par rapport à l'œil. D'accord. Là, Maïva a levé la main. Oui, je voulais savoir quand tu l'utilises en tant que pour faire de la prise de notes, comme tu sais pas tellement combien de place ça va prendre, est-ce que tu as une astuce? Est-ce que du coup tu commences ailleurs qu'au milieu ou bien est-ce que tu as l'intuition qui fait que tu laisses toujours le bon nombre d'espace entre les branches? Enfin, comment tu t'y prends pour pas que ça soit la catastrophe après sur ta feuille? Sur une prise de notes d'un discours, par exemple? Ouais. Ouais. Je commence toujours au centre. Hein. C'est toujours une carte, c'est toujours au centre de toute façon. Et après, je m'autorise à ce que ce soit une catastrophe. Parce que je vais la refaire après. Donc, au moins, j'ai pas de pression là-dessus. Et ensuite, si j'ai de la chance, le speaker va annoncer son plan en disant, voilà, aujourd'hui,
Par exemple, aujourd'hui, je l'ai pas fait. J'ai pas été j'ai pas été aidant là-dessus parce que je vous ai pas dit, bah, aujourd'hui, nous allons voir dans un premier temps, c'est quoi le mind mapping. Ensuite, dans un second temps, comment pratiquer le mind mapping, etc. Mais, généralement, première chose, je me repose sur le plan annoncé, ce qui me permet de dessiner tout de suite mes branches et de me dire, bah voilà, il y a 5 parties, je peux faire 5 branches. Il y en a 3, j'en fais 3. Et ensuite, de compléter cette carte. Et si le plan n'est pas annoncé, eh bien, je fais des paris en fait, c'est ça. Je parie que ça, c'est une idée principale. Et si ce n'est pas le cas, quand je refais, je remettrai de l'ordre. Mais sinon, quelque chose qui aide également sur la prise de notes, c'est d'avoir un objectif pour la carte. Et par exemple, quand je fais la prise de notes, je ne vais pas faire un résumé du discours en disant je vais prendre toutes les idées principales, les idées clés du discours. C'est que j'ai un objectif. Je vais me dire, avant même de faire la carte, qu'est-ce que j'ai envie de retirer de ce discours? Pourquoi je suis là? Et par rapport à ça, ça va fortement conditionner de la structure de ma carte. Donc, si par exemple, je fais une carte et que mon objectif, c'est de retirer des bonnes pratiques, tout ce qui est théorique, j'en parle pas, ça économise un paquet de place parce que mon objectif, c'est des bonnes pratiques. Donc, ça aide vachement aussi. Ok, merci. Mais du coup, par contre, si tu veux noter beaucoup de choses, parce que je sais pas, ou alors c'est très long, tu prends une deuxième feuille et puis tu continues, tu remets le thème au milieu et puis tu continues, enfin, tu t'y prends comment? S'il y a beaucoup d'informations, oui, je vais faire plusieurs cartes. Mais j'évite parce que j'essaie vraiment de me contraindre. Si je sais que j'ai 4 heures et que, par exemple, sur 4 heures, je dis, OK, les 2 premières heures, je fais cette feuille-là, les 2 prochaines heures, je vais faire cette feuille-là et je vais essayer d'anticiper un maximum. Généralement, je sais combien de temps ça va durer à l'avance, quel est le sujet, mon objectif et j'essaie d'anticiper en conséquence. Mais je m'impose une contrainte d'espace. Je vais pas me laisser totalement déborder par une information parce que je ne veux pas être exhaustif. D'accord. Je profite pour encore une question. Okay. Tu conseilles de quand même privilégier le fait de le faire à la main ou bien pour toi, c'est vraiment égal qu'on le fasse à la main ou sur l'ordi avec un bon logiciel comme Iowa? Ça dépend de ton objectif. Ah, ok. Est-ce que tu fais la mind map pour progresser dans ton esprit de synthèse, dans ta capacité à mémoriser, ou est-ce que tu veux faire des supports qui seront simples, mais que tu n'as pas envie de te prendre la tête sur refaire des maps, etc., et tu veux les stocker quelque part. Donc, ça dépend vraiment de ton objectif, en fait. Si ton objectif, c'est j'ai envie d'en pratiquer pour améliorer mes compétences, mind map à la main. Si c'est pour les stocker quelque part et que j'ai pas envie de me prendre la tête pour les refaire, les numériser, etc., l'outil digital. Ok. Merci. Je t'en prie. Il y a Ludivine qui écrit dans le chat, donc mettre toutes nos idées de création permet de repositionner ses priorités pour se mettre en action avec un choix conscient. Choisir, c'est renoncer aussi. La prise de décision est éclairée. Oui, ça aide, tout à fait. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres réactions. En tout cas, si vous avez d'autres questions après cette intervention, vous pouvez le trouver assez facilement sur LinkedIn, Instagram. Je suis assez abordable. N'hésitez pas à me contacter si besoin. Vous avez aussi mon site également sur lequel il y a un magazine gratuit. Voilà. Pas sur le mind mapping précisément, mais sur toutes les compétences annexes que j'ai pu citer tout à l'heure. Et voilà. Et en plus, oui, et puis du coup, oui, pour revenir sur le bonus dont on parlait tout à l'heure, est-ce que tu peux un petit mot peut-être du bonus qui est dans le coffret, qui est super intéressant? Donc, le bonus que j'ai offert, c'est un cours de 1 heure de modélisation tonibusant. Donc, il y a un truc que je fais régulièrement, c'est que je prends un mentor qui m'inspire et je vais identifier ses soft skills, selon moi, qui l'ont aidé à accomplir ce qu'il a accompli, et de voir comment nous développer ces soft skills-là aussi, en fait. Et donc, j'ai fait le premier cours sur Tony Buzan, qui est créateur du mind mapping, avec un programme d'entraînement pour développer ces soft skills.
Donc, les soft skills, c'est quoi? C'est les compétences comportementales comme la créativité, l'adaptabilité. Et donc, dans cette vidéo, vous avez la modélisation de Tony Buzan et le programme d'entraînement. Alors, est-ce que, Emeline, je peux mettre le lien vers mon site pour les personnes qui veulent Soft Skills Magazine? Oui, bien sûr, bien sûr. Par rapport à la question de Maëva, je vous mets le lien là, c'est jérôme-waro.com et là, vous pouvez trouver d'autres sources, mes bouquins, le magazine, etc. En tout cas, génial. J'ai dormi à cette Descartes. On va rêver. Merci. Ouais, c'est super. Vraiment, je les vois sous un autre œil, tu vois. Je pensais que je les utilisais pas mal, mais là, en fait, je me rends compte que je peux faire vraiment beaucoup, beaucoup mieux. plus efficace. Ouais. On peut tous évoluer, progresser, hein. Il n'y a pas de bon et de mauvais. Il n'y a que voilà, ça peut faire évoluer ta pratique. Super, content. Ouais, super. Merci beaucoup. Ce que je garde et qui m'interpelle beaucoup, c'est ce un mot par branche, quoi. Oui. Parce que moi, j'ai tendance à mettre vraiment des tartines. C'est un vrai challenge. Merci en tout cas à toutes et à tous pour votre participation active, pour avoir joué le jeu, à poser des bonnes questions. En tout cas, pour moi, c'était un vrai plaisir et voilà, j'étais ravi d'avoir pu passer ce moment avec vous. Oui, Maëva dit quelle chance cette petite formation avec toi. Ouais, merci, hein, vraiment, c'est chouette. Hein. Super. Avec plaisir. Ravi que ça vous ait plu. Ouais. À bientôt, Jérôme. À bientôt. Merci, à bientôt. Bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt pour les personnes qui vont aller sur Soft Skills Magazine. Alors. Ouais, super. Au revoir. Merci. Bye bye.